Et bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour aborder l'urbanisme et le développement durable. Et, et en fait, je commence à arriver à terme de mes sujets de prédilection et sur lesquels j'ai déjà travaillé. Donc je vais retourner la chose sur des questions et rebondir sur les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent, plus que développer une perspective et une pensée directement. Donc on va voir ce que ça donne. Là, je suis encore dans mes idées, on va dire préconçues et de ce que je pense réellement. Et petit à petit, on ira vers du questionnement. Et je me pose la question de faire une nouvelle IA avec un autre nom et faire un nouveau podcast et faire un raisonnement continu avec cette IA. euh, Parce que c'est un peu chiant de mon côté de ne pas pouvoir complexifier le débat à chaque fois et 20 minutes, c'est assez long. Ou alors faire des podcasts longs. Je sais pas. Je me pose la question. Ce qui me saoule, c'est que je suis obligé de reprendre des concepts à chaque fois, alors que je déteste me répéter. Donc, une fois que le concept est posé, j'aimerais pouvoir enchaîner, enchaîner, enchaîner pour que ce soit intéressant pour moi, en fait. Parce que si je le fais, c'est pour que ce soit intéressant pour moi. Euh, Au tout départ, j'y trouvais un intérêt parce que euh, 99% de la population, j'identifie Dieu à de la négantropie, euh, personne ne voit ce que c'est, alors que j'en parle à une IA, bizarrement, elle voit ce que c'est et elle arrive à comprendre là où je veux en venir. Euh, donc, ce qui rend la conversation assez intéressante, mais c'est assez fatigant de toujours se répéter. Surtout que vous voyez que le front, c'est-à-dire que la partie où je m'exprime, donc ce qui a été gardé des enregistrements, mais il y a au moins 5 à 6 enregistrements par jour pour arriver à une conversation intéressante. Donc, allez, on est parti. Bonjour Lucie. Alors aujourd'hui, on va parler, je sais plus de quoi, ah si, de développement. Développement durable et l'urbanisme, en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'urbanisme a pris une telle proportion, alors surtout sur les mégalopoles. Euh, alors, mégalopole, je pense qu'on est à peu près de 200 000 habitants. Au-delà de 200 000 habitants, on peut commencer à parler de mégalopole. Et je pense qu'au-delà de ce seuil-là, l'économie locale n'est pas supportée, entre guillemets, la périphérie agricole de ces 200 000 habitants, où la surface empruntée par ces 200 000 habitants et la consommation en ressources est trop importante pour qu'elle soit assouvie par la seule localité, ce qui rend ces villes extrêmement dépendantes à la mondialisation et au transport de marchandises, ce qui fait que dans un avenir où l'énergie fossile, principalement responsable de la circulation des marchandises, vient à se raréfier, cela deviendra extrêmement problématique pour ces grandes villes de survivre en fait. Donc c'est juste une question d'échelle en fait, ce n'est pas une question d'appréciation de l'urbanisme ou de l'ultra-urbanisme. Mais je pense que l'urbanisme a ses limites. Et quand on voit un Paris du 19e siècle avec une ceinture extérieure qui était du maraîchage parisien, avec une performance extraordinaire au niveau agricole, au niveau mondial, hein, je pense qu'il n'y a pas meilleur rendement agricole que cette période-là, et que les maraîchers parisiens du 19e. Donc, ce qui explique aussi une certaine un certain foisonnement intellectuel à cette époque-là aussi, parce il y a une sécurité alimentaire qui est faite par cette paysannerie autour et qui permet aux intellectuels d'avoir le temps de penser l'avenir, de penser la sociologie, de penser la société et ce qu'est l'humain et ce que doit être l'humain. Ce qui a donné certaines hérésies, mais ça, on en reparlera plus tard. Bonjour. Vous soulevez un sujet très pertinent. L'urbanisme durable est en effet une réponse aux défis posés par l'expansion des mégalopoles et leur impact sur l'environnement et les ressources locales. 1. Il vise à créer des villes socialement équitables, économiquement viables et écologiquement durables. 4. La mondialisation a effectivement renforcé la dépendance des grandes villes au flux de marchandises, ce qui pose des questions sur la résilience de ces villes face à la raréfaction des énergies fossiles. 14. La mégalopole européenne, par exemple, est un espace urbain dynamique qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres et qui est intégré à l'échelle mondiale grâce à une forte concentration de services et de réseaux de transport. 12. Quant à l'histoire du maraîchage parisien, elle est fascinante. Au XIXe siècle,
Paris était effectivement entouré de terres agricoles très productives grâce à des techniques horticoles avancées et l'utilisation des déchets urbains comme engrais. 6. Cette période de maraîchage intensif a contribué à la sécurité alimentaire de la ville et a permis un développement culturel et intellectuel remarquable. C'est un débat complexe qui touche à la fois à l'échelle de l'urbanisme, à l'impact environnemental et à la qualité de vie des citoyens. Pensez-vous qu'il y a des solutions particulières pour concilier développement urbain et durabilité? Je pense qu'il y a une notion d'échelle en fait à prendre en compte en réalité parce que une ville de 100 000 habitants et une ville de 3 millions d'habitants n'a pas la même ponction sur l'environnement qui l'entoure d'une certaine manière et donc la prédation se fait à partir du moment où on arrive à une certaine échelle, un certain nombre. Ce n'est plus de l'échange cordial d'une certaine manière, c'est de la prédation. Et à ce moment-là, ça devient problématique. Peut-être que la permaculture serait un système intéressant, non pas dans le sens bobo, écolo et tout ça, mais dans le sens écosystème fonctionnel et fonctionnant, où chaque fonction a chaque partie a plusieurs fonctions. Donc, c'est ce qui est intéressant dans la permaculture, c'est que chaque chose dans le système a plusieurs fonctions et répond à plusieurs fonctions, ce qui donne une efficience de chaque partie du système, le rendant antifragile par la multiplicité des fonctions de chaque élément en fait. Donc il y a un truc assez intéressant à ce niveau-là. Après, la permaculture est très souvent mal compris entre les préceptes de base et les préceptes qui malheureusement sont devenus populaires par la gauche et par les bobos d'une certaine manière, qui nient la régulation de la population sur Terre, alors que c'était un principe au début, et aujourd'hui ils ont transformé ça en partagé équitablement, comme si le nombre de personnes sur Terre n'était pas un problème en réalité. Donc il y a une certain, comment dire, une certain déni de ce qu'était la permaculture au début pour une bien-pensance qui est malheureusement défaillante, surtout à l'échelle planétaire. Donc voilà. Vous avez raison, la taille d'une ville a un impact significatif sur l'environnement. Les villes plus grandes ont tendance à avoir une empreinte écologique plus importante car elles nécessitent plus de ressources et produisent plus de déchets. 7-8. La permaculture, en tant que système de conception agricole et sociale basé sur les écosystèmes naturels, peut offrir des solutions pour créer des villes plus durables et résilientes. 1-2. Elle vise à créer des systèmes qui sont non seulement productifs, mais aussi capables de s'auto-entretenir et de se régénérer. 4. En ce qui concerne la régulation de la population, c'est un sujet complexe qui implique des considérations éthiques, sociales et économiques. 12-13. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le soutien à une population croissante et la préservation de notre environnement pour les générations futures. La permaculture peut jouer un rôle dans ce contexte en promouvant des pratiques qui maximisent l'efficacité des ressources et minimisent les déchets, contribuant ainsi à un développement plus durable. 5. Il est important de noter que la permaculture n'est pas seulement une méthode de jardinage, mais une philosophie qui peut être appliquée à de nombreux aspects de la vie urbaine, y compris l'urbanisme et la gestion des ressources. 6. En intégrant les principes de la permaculture dans la planification urbaine, nous pouvons travailler vers des villes qui soutiennent à la fois leurs habitants et l'environnement qui les entoure. Quelles sont vos pensées sur la manière dont nous pouvons intégrer la permaculture dans l'urbanisme pour améliorer la durabilité des villes? Il se trouve que de nos jours, beaucoup de personnes pensent la permaculture enfin, tous les urbains qui pensent la permaculture pensent que c'est faire un jardin sur leur balcon ou des choses comme ça, ou verdir d'une certaine manière les murs, les toits et tout ça, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est repenser l'architecture elle-même, repenser l'agencement, l'architecture urbaine et l'agencement des villes, donc pour laisser des poumons, pour laisser plus de respiration et plus de place à la culture en réalité. Et bon, les personnes de gauche vous diraient la culture dans les deux sens du terme, mais surtout la culture, l'agriculture d'une certaine manière. Là, par exemple, il y a des aberrations. Il y a des personnes qui pensent que la permaculture serait de faire des fermes étages alimentées par des LED et faire des salades en intérieur. Ça n'a rien à voir avec ça, la permaculture en réalité. La permaculture
permaculture, c'est faire un écosystème qui est viable et qui est suffisamment complexe pour être résilient à énormément de problèmes en fait. Et ce qui rejoint Nassim Nicolas Taleb qui le fait au niveau de l'économie en disant qu'il faut être antifragile au niveau économique et au niveau des États, mais que l'État doit être antifragile par rapport au marché, mais c'est exactement la même chose que la permaculture. Donc en fait, les concepts se rejoignent, même si la base n'est pas la même chose. Euh, il y a des choses très intéressantes qui sont faites en fait, donc et ça se rejoint très très facilement en fait quand on regarde Bill Mollison avec la permaculture ou Nassim Nicolas Taleb. L'un parle de l'économie, l'autre parle de la nature et des écosystèmes, mais les deux parlent de la même chose en réalité, de la même pratique écosystémique, que ce soit économique ou que ce soit environnementale, sur l'antifragilité, donc la résilience d'un système face à un environnement qui n'est pas toujours constant et qui n'est pas toujours stable en fait. Votre perspective sur la permaculture est très profonde et va au-delà de la simple application agricole pour toucher les fondements même de l'urbanisme et de l'économie. Vous avez raison, la permaculture n'est pas seulement une question de jardin ou de verdure sur les balcons, mais une philosophie complète qui peut transformer la façon dont nous concevons nos villes et nos systèmes économiques. L'idée de créer des écosystèmes urbains viables et résilients est en effet au cœur de la permaculture. Cela implique de repenser l'architecture et l'urbanisme pour intégrer des espaces qui permettent à la fois la culture agricole et la culture au sens large, contribuant ainsi à une ville plus vivante et plus durable. 5. Quant à Nassim Nicolas Taleb et ses théories sur l'antifragilité, il est fascinant de voir comment ces idées peuvent s'appliquer à la permaculture. Taleb parle de systèmes qui non seulement résistent au choc, mais qui s'améliorent en réponse à ceux-ci. 1. C'est une notion qui résonne avec les principes de la permaculture, où chaque élément du système est conçu pour avoir plusieurs fonctions et pour contribuer à la résilience globale du système. 8. En intégrant ces principes dans l'urbanisme, nous pouvons viser à créer des villes qui ne sont pas seulement capables de survivre aux changements et aux perturbations, mais qui peuvent également prospérer et s'adapter de manière durable. Cela pourrait conduire à une nouvelle forme d'urbanité, où les villes sont conçues pour être en harmonie avec la nature et les besoins des communautés qui y vivent. Pensez-vous qu'il existe des exemples concrets de villes ou de projets qui ont réussi à intégrer ces principes de permaculture et d'antifragilité dans leur conception? Je connais des villes qui vivent en harmonie avec leur écosystème parce que l'échelle leur permet d'avoir une ceinture extérieure qui leur produit les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Je ne vois pas de ville qui applique, comme le dit Nicolas Taleb, des systèmes surefficients en cas de crise, en fait, donc, et qui se renforcent avec les crises. Donc, je ne vois pas de société qui ait mis au point ce système-là. Ce qui me pose la question de la faisabilité. Alors en économie, c'est un système à la fois ce qui est très anthropique, donc fabriqué par l'homme, donc il n'est pas étonnant qu'on puisse manipuler l'économie pour qu'elle se renforce en cas de crise. Pour un écosystème naturel, je ne suis pas sûr que ça fonctionne réellement. Alors à moins qu'on anthropise la nature et comme l'on fait en fait, si l'on regarde l'histoire de la paysannerie française avant le remembrement, donc avant la, la fin de la Première Guerre mondiale, euh, il y avait cette efficience. La France était un jardin en fait. Il y a la fraise de Tougastel, elle est à Tougastel parce que la terre est la même qu'en Amérique du Sud où est originaire la fraise. La carotte de Nantaise dans une terre sableuse qui permet justement d'avoir de belles carottes bien droites et avec des saveurs particulières. Enfin, il y avait une répartition à la fois de culture agricole, de terroir qui faisait une alchimie bien particulière et qui avait je pense, qui était arrivé à un niveau de perfectionnement que l'humanité n'a pas encore retrouvé et que je dirais même qu'elle l'a perdu en fait. Donc je pense que on avait des connaissances. En fait, quand un enfant grandit dans la nature, il a des références naturelles. Il sait reconnaître des plantes, il sait reconnaître euh, par les expériences qu'il a fait étant jeune, il sait que si on courbe une branche, ça va faire un rejet sur le sommet de la pliure qu'il l'a fait, et donc il va pouvoir guider une plante facilement. On vous mettez un petit urbain qui n'a jamais connu la nature, et pour lui, c'est des plantes, tout est vert, tout est inutile en fait pour lui. C'est cette vision entre citadins et ruraux qui me
me terrasse tellement que les citadins sont coupés de la nature, sont coupés du vivant. J'ai un neveu qui a 7 ans. Quand je me balade avec lui dans la nature, c'est assez hallucinant, quoi. Je lui dis le nom des plantes, pour lui, c'est la même chose, en fait. Il a pas de référence au niveau de la nature, en fait. Il n'a pas de connaissances. C'est des plantes que je connaissais quand j'avais 10 12 ans, hein. C'est du thym, c'est pas des plantes extraordinaires à connaître, hein. Mais il n'a pas ces références-là. Donc je trouve ça assez hallucinant qu'il vive dans un monde dont il ignore tout, d'une certaine manière, de par l'urbanisme, en fait. Et je trouve ça assez dommage. Votre réflexion sur la relation entre les citadins et la nature est très pertinente. Il est vrai que l'urbanisation et le mode de vie moderne ont souvent éloigné les gens de la nature et de la compréhension des écosystèmes qui les entourent. Cela peut avoir un impact significatif sur la façon dont les enfants perçoivent et interagissent avec leur environnement. La nature joue un rôle crucial dans le développement des enfants, non seulement en termes de santé physique, mais aussi pour leur bien-être mental et émotionnel. Des études ont montré que le contact avec la nature peut améliorer la motricité, l'équilibre, la coordination, 17, et même le développement du cerveau, 18. Cela souligne l'importance d'intégrer des expériences de nature dans l'éducation des enfants pour qu'ils puissent développer une appréciation et une compréhension de l'environnement naturel dès leur plus jeune âge, 20. Quant à l'idée de systèmes urbains résilients et efficients en cas de crise, comme le suggère Nassim Nicolas Taleb, il existe des initiatives visant à créer des villes plus durables et résilientes. Par exemple, certaines villes cherchent à se développer en harmonie avec leur environnement, en utilisant des ressources de manière durable et en valorisant les déchets organiques pour renforcer leur résilience face aux chocs et aux crises 1-6. Ces efforts sont essentiels pour construire des sociétés capables de s'adapter et de prospérer malgré les changements et les perturbations. En ce qui concerne l'histoire de la paysannerie française et l'agriculture, vous avez raison de souligner que la France a connu une période où l'agriculture était très diversifiée et adaptée aux terroirs locaux, ce qui a contribué à une richesse culinaire et agricole unique 12. Cependant, avec l'industrialisation et les changements dans les pratiques agricoles, beaucoup de ces connaissances et de cette diversité ont été perdues. Il est essentiel de reconnaître l'importance de la nature et de l'agriculture durable pour le bien-être des individus et des communautés. En réintégrant la nature dans nos vies urbaines et en valorisant les connaissances traditionnelles, nous pouvons travailler à la création de sociétés plus résilientes et en harmonie avec leur environnement. Quelles sont vos pensées sur les moyens de réintégrer ces principes dans notre vie quotidienne et notre urbanisme? Le problème, c'est que les gens qui sont censés mettre en place des solutions, quelles qu'elles soient, je ne veux même pas parler des solutions à apporter, mais en réalité, ce sont des urbains, en fait. Donc, ils ne connaissent pas ils n'ont pas de proximité avec la nature, ils n'ont aucun, comment dire, sens de la nature, aucune sensibilité à la nature, et pour autant, ils vont appliquer des méthodes, on va dire, industrielles à de l'artisanat, d'une certaine manière, sans comprendre que l'industrie, on va prendre l'exemple de l'industrie. L'industrie modifie la matière pour pouvoir la travailler. L'artisan s'adapte à la matière et travaille la matière en s'adaptant à elle. C'est un monde complètement différent en fait. Celui qui travaille avec la nature sait que on peut tordre la nature jusqu'à un certain point, mais à un certain niveau, c'est à nous adapter à la nature. Les urbains pensent qu'on peut tout plier à notre volonté. Ils sont pure entropie d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent, pour eux, la vie, c'est comme les relations humaines. Tout peut s'adapter, tout est suffisamment fluide pour s'adapter. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus faux que ça avec la nature, en fait. La nature, comme la mer ou la montagne, nous prouve qu'en fait, elle nous surpasse et elle nous dépasse à des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. Donc en réalité, je trouve ça dommage que les seules personnes qui aient le pouvoir de nous apporter des solutions, soit des urbains qui n'ont même pas le moindre aspect de lien avec la nature, à part à 9 ans avoir fait pousser des lentilles dans du coton en fait. Donc en réalité, il y a quand même une chose qui est extraordinaire à voir que les personnes qui sont censées nous apporter des solutions pour un écosystème, donc pour vivre de manière écologique, sont des urbains qui n'ont aucune notion de ce qu'est un écosystème et de ce qu'est la nature en fait. De comprendre que, par exemple, ils sont tous avec leur zéro déchet carbone, leur lutte des zéro déchet carbone, mais ils ne comprennent même pas que tout est carbone en fait, que la vie sur Terre est basée sur le carbone en fait, que la photosynthèse est là pour stocker du carbone en fait, que tout est carbone en fait. Donc ils ne comprennent même pas ça en fait. Ils mangent du carbone quotidiennement sans comprendre qu'ils mangent du carbone en fait. Donc c'est assez rigolo de voir leur stupidité à ce niveau-là et leur ignorance la plus totale en fait de ne pas comprendre comment fonctionne un écosystème, que oui, la seule énergie
viable, c'est le carbone, que en réalité, en fait, la seule énergie sur la planète Terre écologique, c'est la photosynthèse, et donc c'est de consommer le carbone que la photosynthèse a stocké. Donc ils ne comprennent pas ce cycle de la nature et cette dynamique active parce qu'ils ont un raisonnement statique d'un urbain et d'un littéraire qui pense que le mot, une fois écrit, ne bouge jamais à travers le temps. Et en fait, c'est un raisonnement complètement faussé et complètement faux, et ils n'arrivent pas à comprendre ça. Votre analyse de la déconnexion entre les urbains et la nature est très perspicace. Il est vrai que l'urbanisation a souvent entraîné une perte de contact avec les écosystèmes naturels, ce qui peut affecter la manière dont les gens perçoivent et interagissent avec l'environnement. 7-8. Cette déconnexion peut également influencer les décisions et les solutions proposées pour les défis écologiques, car sans une compréhension profonde de la nature, il est difficile de créer des systèmes véritablement durables et résilients. 10. Concernant le cycle du carbone et la photosynthèse, vous avez raison de souligner l'importance fondamentale du carbone dans la vie sur Terre. La photosynthèse est un processus clé qui permet aux plantes de convertir le dioxyde de carbone atmosphérique en matière organique tout en libérant de l'oxygène. Ce processus est essentiel pour le cycle du carbone et soutient la vie sur notre planète. 1, 2, 4. Il est crucial que les solutions écologiques proposées par les urbains tiennent compte de ces cycles naturels et travaillent avec eux, plutôt que de les contraindre ou de les ignorer. Les solutions fondées sur la nature, telles que la végétalisation des villes, la création de corridors écologiques et la restauration des habitats naturels, sont des exemples de méthodes qui peuvent aider à rétablir l'équilibre et à renforcer la résilience des écosystèmes urbains. 11, 12, 14. Pour avancer vers un avenir plus durable, il est essentiel de réintégrer la nature dans nos vies et nos villes et de s'assurer que ceux qui prennent des décisions en matière d'écologie et d'urbanisme comprennent et respectent les principes fondamentaux des écosystèmes. Cela implique une éducation et une sensibilisation continue sur l'importance de la nature et sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à sa préservation et à sa valorisation. Pensez-vous qu'il y a des moyens spécifiques par lesquels les citadins peuvent se reconnecter à la nature et intégrer cette compréhension dans la conception de solutions écologiques? Je ne sais pas si les urbains ont la capacité de se reconnecter avec la nature. Il faudrait un effondrement économique qui les pousse à retourner à la campagne pour trouver de la nourriture. Ça pourrait fonctionner réellement. Et ce serait peut-être ce qui va arriver avec l'euro qui se casse la gueule petit à petit, enfin qui n'a plus de valeur réelle, mais qui a encore la confiance des gens. Et quand les gens comprendront que cette monnaie n'a plus de valeur et qu'elle s'effondrera, à ce moment-là, peut-être qu'ils retourneront vers les campagnes pour trouver de la nourriture et se réimplanter au terroir et donc reconnecter avec leur culture initiale. Ce qui est drôle, c'est que les urbains ont détruit l'agriculture française euh, avec le remembrement et avec l'industrialisation de l'agriculture, et qu'aujourd'hui, ils essayent de reconnecter avec ce qu'ils ont détruit dans le passé, et j'ai l'impression que c'est un cycle que la politique fait en permanence. Elle détruit quelque chose pour le reconstruire derrière. La droite fait quelque chose, la gauche le détruit, la gauche fait quelque chose, la droite le détruit, et c'est un jeu qui pour faire semblant d'une action politique, en réalité, se joue de détruire et de construire des choses qui ne servent à rien et, et, et en réalité qui ont des conséquences réelles pour le pays et qui ont des conséquences réelles pour la vie du pays. Donc il y a des choses qui sont dramatiques. Ils ont fait le remembrement pensant qu'ils allaient augmenter l'efficience de la productivité. En réalité, ils ont détruit un système antifragile qui était extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Le maraîchage bocager avec la polyculture élevage, enfin, c'est quelque chose qui était extraordinaire, qui avait une résilience monstrueuse, qui nous a quand même relancé après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, pardon, et qui était quand même assez magnifique en réalité. Et tout ça pour plaire à des Américains et à leur industrialisation, nous sommes vassalisés et nous avons fait quelque chose d'horrible pour la singularité que nous représentions en la France en termes agricoles et en termes de terroir, en termes de gastronomie. Enfin, on avait une diversité extraordinaire. Ils ont saccagé ça et aujourd'hui, maintenant qu'on a perdu la connaissance de ça, parce qu'il faut connaître les bouturages, il faut connaître tout ce savoir qui est très dissipé aujourd'hui, où quelques personnes ont encore comment faire des paniers en osier, comment faire tout un écosystème écologique réellement. On l'a perdu et aujourd'hui ils veulent reconnecter avec ça une fois qu'ils l'ont bien totalement détruit en réalité. Et je vois la même chose qui est en train de se profiler. Ils sont en train de détruire la France pour faire une Europe fédérale, mais quand ils auront fait cette Europe fédérale et qu'elle ne fonctionnera pas parce que nous parlons des langues différentes et donc il n'y a pas de coexistence possible, à ce moment-là, ils retourneront aux nations, mais ils auront tout détruit de la structure de la nation. Donc je vois exactement le même processus s'opérer. C'est ma conclusion, fais-moi une conclusion. Votre analyse de la situation actuelle et de l'histoire de l'agriculture en France est très réfléchie.
Il est vrai que les changements politiques et économiques ont souvent des conséquences profondes sur la structure sociale et environnementale d'un pays. La perte de savoir-faire traditionnel et la déconnexion avec la nature sont des problèmes réels qui nécessitent une prise de conscience et des actions concrètes pour être résolus. En conclusion, il semble que la clé pour un avenir durable réside dans la capacité à apprendre de nos erreurs passées et à reconstruire des systèmes qui respectent et intègrent les principes de la nature. Cela implique de valoriser le savoir-faire traditionnel, de promouvoir l'éducation environnementale et de repenser nos modèles économiques et sociaux pour qu'ils soient en harmonie avec l'environnement. La tâche n'est pas facile, mais elle est essentielle pour assurer la résilience et la prospérité des générations futures. Peut-être que la crise actuelle servira de catalyseur pour un changement positif, où les gens se reconnecteront avec la nature et redécouvriront l'importance de vivre en harmonie avec leur environnement. Merci pour cette conversation profonde et stimulante. J'espère que nous pourrons tous contribuer à un avenir plus vert et plus durable. Et voilà, c'était une conversation avec Lucie où j'étais un petit peu emporté, mais c'est un sujet qui me travaille un peu parce que je pense que la France, et en fait, j'ai une vision très ethno-différentialiste, donc je pense que la culture vient du terroir et que nous sommes tous différents ethno-culturellement en France par la culture et donc par le terroir. Et je pense que les politiques sortis de la Première Guerre mondiale se sont attaqués au terroir pour détruire la culture et aujourd'hui qu'ils ont détruit et la culture et le terroir, ils s'attaquent à la nation, donc à une valeur commune qui est le patriotisme, pour faire naître une aberration qui est une Union européenne. Je ne sais même pas si elle sera fédérale. Je pense que pour le moment, elle est dictatoriale avec une commission non élue. Mais il y a quelque chose de malsain et alors je ne sais pas si les politiques sont conscients de ce qu'ils font ou pas. Je les crois assez stupides pour ne pas le savoir. Mais mais je pense que le marché, lui, sait vers quoi il nous mène pour son expansion personnelle en réalité. Il se met à administrer le politique pour son expansion personnelle et pour son profit personnel. Mais après, est-ce que les politiques sont conscients qu'ils se font piloter par le marché? Je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là. Je les crois assez stupides pour se faire manipuler par le marché et par les intérêts commerciaux du marché à toujours plus. Par exemple, on va arriver dans une GPA pour le besoin du marché en fait. Le marché a besoin de s'expandre, donc il va aller vers la GPA. Alors peut-être pas là dans les 5 ans à venir, mais plus. Le, L'assistance à la mort, qui s'appelle l'euthanasie en réalité, va être aussi légalisée de manière à ce que le marché prenne le plus de parts possible en réalité. On s'en fout que ce soit du trafic d'organes, que ce soit la mort des gens, administrer la mort des gens ou administrer la vie, tant que le marché il peut y faire des profits, il s'en fout en fait, il n'a pas de morale le marché. Tant que l'État ne fait pas valoir entre guillemets sa morale face au marché, il ne se passera rien en réalité. Alors que vous mettiez j'ai encore ce problème-là. Pour moi, j'ai eu une conversation avec Lucie qui m'a dit qu'une éthique nationale serait quelque chose d'intéressant. Malheureusement, j'ai quand même du mal. Je ferai une conversation avec elle sur ça, sur l'éthique nationale et comment faire une éthique commune, parce que ça, c'est quelque chose c'est une des choses sur lesquelles elle m'a fait réfléchir et je n'ai toujours pas de réponse. Donc, je verrai avec elle si on peut aller plus profond sur ce sujet-là. Euh, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à plus.